France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 3, première partie, la théorie. Cours en 10 degrés théorie et pratique, initiation I, théorie. Le grand mystère du tétragramme ou le yo-évo et kabbalistique, volet 2. Le plan matériel ou le monde de la matière grossière. Dans ce chapitre, je ne décrirai pas le monde matériel, les règnes minéral, végétal, animal, je ne m'occuperai pas non plus des phénomènes physiques de la nature, car chacun en a entendu parler à l'école, par exemple, qu'il y a un pôle nord et un pôle sud, comment la pluie naît, comment les orages se forment, etc. Au début de l'initiation, l'élève sera peu intéressé par ces phénomènes, il aspirera plutôt à connaître le monde matériel au moyen des éléments et de leur polarité. Je n'ai pas à mentionner qu'il y a sur notre planète du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, ce qui est évident à tout homme pensant logiquement. Toutefois, il sera bon que l'initié débutant apprenne à connaître la cause et l'action des 4 éléments et à les employer correctement, conformément aux analogies correspondantes des autres plans. Je réserve à un prochain chapitre sur l'utilisation pratique de la magie la méthode pour entrer en contact, par la connaissance des éléments matériels, simultanément avec les plans supérieurs. Pour le moment, il est important de savoir que, sur la Terre, l'activité des éléments se fait aussi subtilement que dans le corps de l'homme. Si l'on fait des analogies avec le corps de l'homme, on déduit comment le parallèle peut être établi avec les éléments et que l'analogie avec le corps de l'homme est fondée. Nous avons parlé, dans le chapitre concernant le corps, de la manière de vivre et des fonctions des éléments en rapport avec le corps, et si l'initié réussit à employer les éléments sous la forme la plus subtile, il peut accomplir des miracles dans son propre corps, et non seulement cela, il peut affirmer avec raison que rien n'est impossible sous ce rapport. L'élémentaire a en soi l'aimant quadripolaire avec sa polarité et l'activité des autres éléments. Dans la nature, l'effet de l'élément igné est, sous sa forme active, vivifiant et, sous sa forme passive, destructif. L'eau produit sous sa forme passive un effet contraire. L'air, dans la nature, est également, dans sa polarité double, neutralisant, égalisant et conservateur. L'élémentaire a, en conséquence de sa cohésion, sa propriété spécifique, comme fondement ces 2 grands éléments principaux, le feu et l'eau avec la neutralisation de l'air, et, par conséquent, il peut être considéré comme l'élément le plus matériel. Par l'action réciproque du feu et de l'eau nous avons, comme nous l'avons déjà mentionné au sujet du corps, 2 fluides fondamentaux, l'électrique et le magnétique, qui sont engendrés exactement comme dans le corps, selon les mêmes lois, et ont des actions contraires. Par conséquent, ces 2 éléments produisent par leur fluide tout ce qui se réalise matériellement sur la Terre, ils influencent tous les processus chimiques à l'intérieur et à l'extérieur de la Terre, dans les règnes minéral, végétal et animal. On peut en déduire que le fluide électrique se localise au centre de la Terre et le magnétique à sa surface. Le fluide magnétique de la croûte terrestre, abstraction faite de la propriété de l'élément eau ou de la cohésion, exerce une attraction sur toute matière, sur toute substance. Par la propriété spécifique de chaque corps, qui est conditionnée par la composition des éléments, chaque objet émet en rapport avec le fluide électrique un rayonnement déterminé, des ondes lumineuses, qui subissent l'attraction du fluide magnétique universel de tout le monde matériel. Cette attraction est appelée le poids. Par conséquent, le poids est un phénomène de l'attraction terrestre. L'attraction bien connue du fer et du nickel en est un petit exemple, une imitation de celle de la Terre. Ce que nous connaissons sur la Terre comme magnétisme et électricité est un phénomène de l'aimant quadripolaire, car comme nous le savons, on peut obtenir mécaniquement, par une extrapolation arbitraire, de l'électricité du magnétisme et inversement du magnétisme de l'électricité. La transformation d'une force en une autre est déjà véritablement un phénomène alchimique ou magique, mais qui a été tellement généralisé avec le temps, qu'il n'est plus considéré comme de l'alchimie ou de la magie, mais simplement attribué à la physique. Par conséquent, nous voyons qu'ici l'aimant quadripolaire peut être aussi employé.
Tout hermétiste sait que, selon la loi qui concerne le problème du magnétisme et de l'électricité, non seulement dans le corps, comme nous l'avons dit au dernier chapitre, mais aussi dans le monde de la matière grossière, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout initié qui sait employer les forces des éléments ou le grand mystère du tétragramme sur tous les plans, est aussi en mesure de réaliser de grandes choses dans notre monde matériel, ce qui serait regardé comme un miracle par le non-initié. Cependant, pour l'initié, ce ne sont pas des miracles, et il peut expliquer aussi la plus grande des merveilles en se basant sur la connaissance des lois. Toute croissance, toute maturation, toute vie et aussi toute mort dépend des principes dont il vient d'être question. Par conséquent, il est aussi évident à l'initié que l'idée de la mort ne signifie pas une décomposition dans le néant, mais que ce qui est considéré comme un anéantissement ou la mort est seulement un passage d'un stade à un autre. Le monde matériel est issu de l'akasha, c'est-à-dire de l'éther que nous connaissons déjà, il est aussi régularisé par l'akasha et il subsiste par lui. Ainsi il est explicable que c'est sur une transmission des fluides électriques et magnétiques que sont basées la radio, la télégraphie, la téléphonie, la télévision et toutes les autres inventions qui seront faites, à l'avenir, dans l'éther au moyen des fluides électriques et magnétiques. Mais le principe fondamental et les lois étaient, sont et seront toujours les mêmes. Il y aurait à écrire un volumineux livre fort intéressant sur les actions des fluides électriques et magnétiques sur le plan matériel. Mais le lecteur attentif, qui se résout à suivre le chemin de l'initiation et qui ne se laisse pas décourager par l'étude des principes, apprendra à connaître par lui-même les différentes variations des forces et des propriétés. Il sera largement récompensé de son application par les fruits et la connaissance qu'il en obtiendra. L'âme ou le corps astral. L'homme véritable, l'âme, est issu de l'akasha ou des plus subtiles vibrations de l'éther par les plus subtiles vibrations des éléments, par les fluides électriques et magnétiques de leur polarité. Les actions des éléments s'effectuent dans l'âme, autrement dit dans le corps astral, exactement de la même façon que dans le corps matériel. L'âme est liée, unie au corps par l'aimant quadripolaire avec ses propriétés spécifiques. L'union se fait par l'influence électromagnétique des éléments analogiquement au corps. L'activité des éléments, c'est-à-dire le fluide électromagnétique de l'âme, est appelée par les initiés la matrice astrale ou la vie. La matrice astrale ou le fluide électromagnétique de l'âme n'est pas identique à l'aura décrite par les occultistes, plus bas, je reviendrai à cette dernière. Quant à la matrice astrale ou au fluide électromagnétique, il s'agit du lien du corps et de l'âme. L'élément igné est aussi dans l'âme ce qui forme, l'eau ce qui vivifie, l'air ce qui égalise et la terre ce qui agglomère, développe et conserve. Aux corps astrales sont soumises exactement les mêmes fonctions qu'au corps physique. L'homme fut pourvu de 5 sens correspondant aux éléments, dont se sert le corps astral ou l'âme pour enregistrer à l'aide des sens corporels les perceptions du monde physique. Cet enregistrement et cette activité des 5 sens au moyen des corps astral et physiques s'effectue par notre esprit immortel. Pourquoi notre esprit est immortel, je l'expliquerai par la suite. Sans l'activité de l'esprit dans l'âme, le corps astral serait sans vie et se décomposerait en ses parties. Puisque l'esprit ne pourrait produire ses effets sans l'intermédiaire de l'âme, le corps astral est par conséquent le siège de toutes les propriétés de l'esprit immortel. Au degré de son développement et de sa maturité, correspond une vibration spécifique de ces fluides électriques et magnétiques, qui se manifestent dans l'âme dans les 4 tempéraments. Nous distinguons, suivant les éléments prédominants, les naturels colériques, sanguins, mélancoliques et flegmatiques. Le tempérament colérique provient de l'élément igné, le sanguin de l'élément air, le mélancolique de l'eau et le flegmatique de la terre. Suivant l'intensité et la vibration de l'élément en question, l'intensité, la force et l'expansion des fluctuations des fluides concernés se manifestent dans les différentes propriétés. Chacun de ces 4 éléments, qui déterminent le tempérament de l'homme, a sous la forme active le bien ou les bonnes dispositions et sous la forme passive les dispositions opposées, donc les mauvaises. Ce serait trop long d'établir ici un tableau exact de l'activité des éléments, c'est pourquoi il est préférable que l'initié débutant découvre lui-même par la méditation d'autres influences.
sur le chemin de l'initiation, ceci a un but particulier. Je donne ici seulement quelques exemples. Le tempérament colérique a dans sa polarité active les bonnes dispositions suivantes, l'activité, l'enthousiasme, le zèle, la résolution, l'audace, le courage, la force créatrice, l'assiduité, etc. Sous la forme négative, ce sont l'avidité, la jalousie, la passion, l'irritabilité, l'humeur querelleuse, la démesure, le penchant à la destruction, etc. Le tempérament sanguin donne sous sa forme active, la pénétration, l'application, la joie, l'habileté, la bonhomie, la clarté, l'enjouement, la facilité, l'optimisme, la vivacité, l'indépendance, la vigilance, la confiance, etc. Sous la forme négative, l'irrévérence, le dédain, l'indiscrétion, l'impatience, la ruse, le bavardage, le caquetage, la malhonnêteté, la versatilité, etc. Le tempérament mélancolique sous la forme active, le respect, la charité, la modestie, le dévouement, la gravité, la facilité, l'ardeur, la cordialité, la compréhension, la méditation, la compassion, la tranquillité, l'approfondissement, la confiance, le pardon, la délicatesse, etc. Sous la forme négative, l'indifférence, l'abattement, la timidité, la distraction, l'irrespect, la paresse, etc. Le tempérament flegmatique sous la forme active, le respect, la considération, la persévérance, la circonspection, la résolution, la gravité, la fermeté, le scrupule, la profondeur, la concentration, la sobriété, la ponctualité, la réserve, l'objectivité, l'infaillibilité, la responsabilité, la sûreté, la prudence, la ténacité, etc. Sous la forme négative, l'insipidité, la négligence, le dédain, l'indifférence, la déloyauté, la timidité, la lourdeur, la paresse, la défiance, la taciturnité, etc. Les propriétés des tempéraments forment suivant la prédominance de l'une d'elles, le fondement du caractère de l'homme. L'intensité des propriétés en question, qui s'extériorisent, dépend de la polarité, donc des fluides électriques et magnétiques. L'influence globale de l'activité des tempéraments produit un rayonnement appelé aura. Par conséquent, il ne faut pas confondre l'aura avec la matrice astrale, car il y a entre elles une crasse différence. La matrice astrale est le lien du corps et de l'âme, l'aura, par contre, est le rayonnement de l'activité des éléments dans les différentes propriétés, et elle est engendrée sous la forme active ou passive. Ce rayonnement produit dans l'âme entière une vibration déterminée qui correspond à une couleur déterminée. En se basant sur cette couleur, il est possible à l'initié d'identifier exactement par les yeux astraux sa propre aura ou celle d'autres êtres. Le voyant peut ensuite à l'aide de l'aura non seulement établir le caractère fondamental d'un individu, mais aussi apercevoir l'activité ou la polarité de la vibration de l'âme et éventuellement l'influencer. Je traite ce sujet dans un chapitre spécial concernant l'introspection. Par conséquent, le tempérament de l'homme influence son caractère, et conjointement ils forment dans leur réalisation, comme produit total, le rayonnement de l'âme ou l'aura. Les images des grands initiés et des saints ne sont pas sans raison entourées d'une auréole, celle-ci est identique à l'aura que nous venons de décrire. En plus du caractère, du tempérament et de l'activité du fluide électromagnétique, le corps astral a encore deux centres dans le cerveau. Celui-ci est le siège de la conscience et le cervelet de celui de son contraire, du subconscient. Dans le chapitre l'esprit, leurs fonctions sont traitées plus en détail. Comme nous l'avons dit, l'âme est divisée suivant les éléments exactement comme c'est le cas pour le corps. Les fonctions, les forces et les propriétés psychiques ont aussi leur siège dans l'âme, respectivement dans certains centres analogiquement aux éléments, que la philosophie hindoue appelle lotus. L'éveil des lotus est appelé yoga de la Kundalini dans l'enseignement hindou. Je ne parlerai pas en détail des lotus ou des centres, car chacun peut acquérir la connaissance de ce sujet dans les livres. Je passerai rapidement sur celui-ci, je dirai seulement que le centre le plus bas est le Muladhara ou centre de la terre, il a son siège dans la partie la plus basse de l'âme.
Le centre suivant est celui de l'eau, il a son siège dans la région des organes sexuels, en terminologie hindoue, il est désigné par le mot swadhisthana. Le centre du feu, comme la partie centrale de l'âme, se trouve dans la région du nombril, il se nomme Manipura. Le centre de l'air, de l'élément médiateur, se localise dans la région du cœur, il s'appelle Anahata. Le centre de l'éther ou de l'akasha se situe dans la région du cou, il se nomme Visuddha. Un autre centre, celui de la volonté, de l'entendement, de l'intellect se trouve entre les sourcils, son nom est Ajna. Le centre le plus haut et le plus divin est le lotus aux 1000 pétales appelé Sahasrara, duquel sont issues toutes les autres forces des centres et dont elles subissent l'influence. Du plus haut centre le Susuna ou le principe Akasha que nous connaissons déjà, qui établit la liaison entre tous les centres et effectue leur régularisation, s'écoule, en suivant le dos, dans le centre de la Terre comme dans un canal. Je reviens encore ci-après à l'éveil de la force du serpent dans chaque centre. La tâche dans la description de l'âme consiste à établir le rapport des éléments dans l'âme avec leur polarité et à en donner une image claire. On voit que le corps aussi bien que l'âme et leur activité vivent et fonctionnent, que leur conservation et destruction est soumise aux lois immuables de l'aimant quadripolaire, donc au mystère du tétragramme et s'oriente selon lui. Si l'initié médite cela avec attention, il obtient une vue claire non seulement de la fonction du corps, mais aussi de celle de l'âme et peut se faire une représentation correcte de l'interaction réciproque selon les lois primordiales. Le plan astral, qui est souvent appelé la quatrième dimension, n'est pas issu des 4 éléments, mais il est un degré de condensation de l'akasha, donc de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de ce qui se passe actuellement et de ce qui se passera encore dans le monde matériel et de ce qui a une origine, une régulation et qui existe. Comme nous l'avons déjà dit, l'akasha est la forme la plus subtile de l'éther, dans lequel se déplacent entre autres les vibrations électriques et magnétiques. C'est par conséquent aussi la sphère des vibrations, dans laquelle la lumière, le son, la couleur, le rythme, c'est-à-dire toute vie dans la création, ont leur source. Puisque l'akasha est l'origine de tout ce qui existe, tout, bien entendu, se reflète en lui, c'est-à-dire tout ce qui fut déjà engendré et est passé, ce qui est présentement engendré et se passe et dans le futur ce qui sera encore engendré et se passera. C'est pourquoi on considère le plan astral l'émanation de l'éternel, qui n'a ni commencement, ni fin, autrement dit il est intemporel et infini. L'initié, qui se trouve à l'aise sur ce plan, peut tout y voir, qu'il s'agisse du passé, du présent ou du futur. L'étendue de sa compréhension dépend de son degré de perfection. La plupart des religions, les occultistes, les spiritistes appellent au-delà le plan astral. Il est cependant évident à l'initié, qu'il n'y a ni bas monde, ni au-delà, et c'est pourquoi il ne craint pas la mort, car l'idée de la mort lui est étrangère. Si par l'action dissolvante des éléments ou par une rupture soudaine la matrice astrale, qui est le ciment des corps physiques et astral, s'est séparée, il arrive ce qu'on appelle en général la mort, mais ce n'est en réalité qu'un passage du monde terrestre dans le monde astral. En vertu de cette loi, l'initié ne connaît pas la peur de la mort, car il sait qu'il ne va pas dans un monde incertain. Par la maîtrise des éléments, il peut, en plus de bien d'autres choses, obtenir un relâchement de la matrice astrale et effectuer une séparation spontanée du corps astral de son enveloppe terrestre. Il peut de cette façon parcourir avec son corps astral les régions les plus éloignées, se rendre dans les zones les plus différentes et opérer d'autres choses semblables. Ceci donne la vraie lumière au sujet des légendes des saints, qui furent vus au même instant dans des lieux différents et qui y étaient même actifs. Le plan astral a différentes espèces d'habitants. Ce sont surtout les trépassés, qui séjournent au degré de condensation correspondant au degré de leur maturité spirituelle. Le séjour des morts est appelé par diverses religions paradis et enfer, l'initié cependant en donne une interprétation symbolique. Plus un esprit est parfait, noble et pur, plus le degré de condensation du plan astral où il réside est pur et subtil. Peu à peu son corps astral se dissout, jusqu'à ce qu'il se soit adapté au degré de vibration de l'échelon correspondant du plan astral et identifié avec lui.
Cette identification dépend donc, comme nous le voyons, de la maturité et de la perfection spirituelle que l'esprit en question a acquise sur la terre. En outre, le plan astral est peuplé de bien d'autres esprits, je n'en citerai ici que quelques espèces. Ce sont, par exemple, les esprits élémentaires, ils n'ont qu'une ou peu de propriétés, suivant la nature des vibrations des éléments qui y prédominent. Ils vivent des mêmes vibrations que celles qui sont propres à l'homme et qui l'irradient sur le plan astral. Parmi eux, il y en a qui ont un certain degré d'intelligence. Des mages se servent d'eux pour s'abandonner avec ces forces inférieures à des fins égoïstes. Une autre espèce d'esprit sont les larves, qui sont créées consciemment ou inconsciemment par la pensée sensorielle intensive par l'intermédiaire de la matrice astrale. Ce ne sont pas de vrais esprits, mais de simples formes qui vivent à l'échelon le plus bas du plan astral des passions du monde animal. Leur instinct de conservation les conduit dans la sphère des hommes dont les passions leur plaisent. Ils aspirent à éveiller directement ou indirectement les passions qui sommeillent en l'homme et à les enflammer. Si ces formes réussissent à induire l'homme vers une passion qui leur est agréable, ils se nourrissent, vivent et se fortifient du rayonnement que cette passion produit en l'homme. Un homme chargé de beaucoup de passion attire dans la sphère la plus basse de son plan astral toute une armée de ses larves. Il se produit une lutte acharnée avec elles, et dans le domaine de la magie, c'est une partie qui concerne évidemment la maîtrise des éléments. À ce sujet, plus de détails encore dans le chapitre de l'introspection. En outre, il y a encore des esprits élémentaires et des larves qui peuvent être créés par la voie de l'art magique. À ce sujet également plus de détails dans la partie pratique de ce livre. Encore une autre espèce d'esprit, que l'initié rencontre souvent sur le plan astral, ne doit pas être négligée. Ce sont en effet les esprits des 4 éléments purs. Ceux du feu se nomment salamandres, ceux de l'air sylphes, ceux de l'onyx ou ondines et ceux de la terre gnomes. Ces esprits forment pour ainsi dire la liaison entre le plan astral et les éléments terrestres. Comment établir la liaison avec ces esprits, comment les maîtriser, tout ce que l'on peut obtenir d'eux, cela est réservé également à la partie pratique de cet ouvrage, à laquelle je consacre le chapitre spécial, la magie des éléments. Il y a encore toute une série d'autres esprits que nous pourrions énumérer, comme les satyres, les dryades, les nymphes, etc. Aussi fabuleux que cela puisse paraître, sur le plan astral, il y a exactement les mêmes réalités que sur la Terre. Le voyant peut les voir à volonté et établir une liaison avec eux, grâce à quoi tout doute concernant leur existence est écarté dès le commencement. C'est pourquoi l'initié doit préalablement se développer, savoir examiner, pour pouvoir porter un jugement.